Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Dans la grande et sombre galaxie de l'extrême droite francophone, il est un grand ancien, à l'échelle de notre époque numérique évidemment. Alain Soral, figure récurrente du web des années 2010, via son site Égalité et Réconciliation, fait partie de ceux qui ont fait passer les idées les plus nauséabondes à l'heure d'Internet. Alors aujourd'hui, son nom est plutôt associé aux pages police-justice qu'à la rubrique politique, mais il n'en demeure pas moins l'un de ceux qui ont pavé la voie aux influenceurs d'extrême droite qui aujourd'hui pullulent sur les réseaux. Alors comment et pourquoi ce personnage a réussi à s'implanter dans notre décor ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour nous éclairer dans la nuit noire de la nébuleuse néofasciste, nous avons heureusement deux guides de grande qualité, à savoir mes confrères Maxime Massé et Pierre Plotu, journalistes spécialistes de l'extrême droite qu'ils décortiquent chez Libé et à laquelle ils ont consacré un livre passionnant, Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, paru aux éditions Divergence et dont je vous recommande chaudement la lecture. J'ai commencé par leur demander tout simplement, c'est qui Alain Soral ? Et c'est Maxime Massé qui répond en premier. Alain Soral, c'est un militant d'extrême droite franco-suisse qui a la particularité en fait d'être probablement l'un des plus antisémites de la bande. Il est encore dans ce vieux paradigme de l'extrême droite française qui est d'être antisémite avant d'être islamophobe. Il a longtemps d'ailleurs été le porteur d'une espèce de théorie qu'il a appelée plus ou moins le front de la foi, qui voulait que avec les chrétiens s'allient les musulmans pour lutter contre l'influence des juifs. Il a un petit peu infléchi son discours depuis la montée en fait de la pensée identitaire, où il a inclus ce que lui appelle les racailles ethniques dans les gens à exclure de la société française, mais il reste quand même le patron, en tout cas, de la pensée antisémite en France, parce que c'est essentiellement son cœur de cible. C'est un penseur, c'est un militant. Pierre Plotu. C'est un doctrinaire plus qu'un penseur, mais c'est aussi et surtout un influenceur. Avant les influenceurs, Alain Soral, c'est un peu le papa de toute cette fachosphère actuelle, moderne, de ces influenceurs d'aujourd'hui, dont d'ailleurs beaucoup sont passés chez lui. Mais il y a cette capacité, si ce n'est cette volonté en fait à intégrer l'air du temps pour servir le discours qui sera consommé par une communauté, d'autant plus que le marché est de plus en plus concurrentiel. Alain Soral, il a un parcours assez long. C'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années et surtout c'est quelqu'un qui arrive en fait dans le milieu parisien alors qu'il a alentour d'une vingtaine d'années. En fait, il arrive un petit peu dans les valises de sa sœur, Agnès Soral, qui est connue pour son rôle notamment dans le film Ciao Pantin. Et lui, en fait, il intègre à ce moment-là un Paris un peu punk, un Paris un peu branché. Et il est en même temps militant au Parti communiste. Il tient d'ailleurs une ligne assez stalinienne au Parti communiste, c'est quelqu'un d'assez dur. Et il va se faire connaître avec des livres où il va parler de sociologie, et notamment un livre qu'il va faire avec Hector Obalk, qui s'appelle « Les mouvements de mode et expliqués aux parents ». Donc c'est un peu ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, TikTok expliqué à mes parents ou quelque chose d'un peu approchant. Et en fait, ça va lui ouvrir un petit peu les plateaux de télévision où il va justement commencer à construire un petit peu un animal médiatique où effectivement il est assez mordant, il a des opinions assez tranchées, notamment sur la question du féminisme. C'est un anti-féministe convaincu. Vous pensez que c'est mon choix. Un homme est supérieur à une femme ? Sur France 3. Que vous êtes supérieur aux femmes ? En 2000. Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord... Je vais être provoquant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. Parce que là, la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas. Et en fait...
du Parti communiste, il va très très rapidement faire le grand écart et se rapprocher progressivement du Front National, à l'époque, qui est dirigé par Jean-Marie Le Pen. Alors il prétend avoir écrit une partie des discours de Jean-Marie Le Pen, notamment le discours de Valmy, qui est un discours de Jean-Marie Le Pen assez connu avant la présidentielle de 2002. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui qui l'ait écrit, enfin il a peut-être participé, et il va aussi intégrer un peu les arcanes du pouvoir du Front National, mais très rapidement on va se rendre compte qu'en fait Alain Soral c'est quand même quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est difficile à gérer, donc on va le mettre un peu dehors du Front National, mais ce passage au Front National ça va lui permettre en fait d'intégrer tout un spectre de l'extrême droite radicale qui gravite encore à ce moment-là autour du Front National. En fait, il va commencer à développer ce qui est la ligne actuelle d'Alain Soral, c'est-à-dire un très très fort antisémitisme. On a eu accès effectivement à des carnets, des choses qui nous ont permis aussi d'entrer un petit peu dans la psyché d'Alain Soral, qui ont été recueillis par des services d'enquête dans un dossier qui est actuellement en cours. Et qui montre qu'Alain Soral est quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit carnet comme ça et de griffonner frénétiquement des choses dedans, des mots-clés comme ça. Alain Soral, quand il fait des listes, on fait des listes, pas une liste de courses, mais une liste d'idées, on fait des points, des traits, des croix, que sais-je. Lui, il dessine des étoiles de David. Alain Soral, quand il jette des idées sur le papier comme ça, par exemple, alors les mots sont un peu crus, il écrit PD, les lettres P et D, inférieures, à juif, il l'entoure, il l'encadre frénétiquement, on le voit au crayon noir, c'est souligné, voilà. On sent que dans ce petit carnet Rhodia, qui doit être grand comme la paume d'une main, ça a été écrit avec les dents serrées. On pourrait croire que son antisémitisme et sa position au sein de l'extrême droite radicale, c'est quelque chose de très situationnel, quelque chose dont il sert un business. En fait, non, je pense que l'exploitation de ces carnets, notamment par les enquêteurs, montre que c'est quelqu'un qui est compulsivement antisémite, comme pouvait l'être un Drummond ou un Déroulède au siècle dernier, et qu'il est vraiment dans cette tradition presque des années 30 de l'antisémitisme français, d'un antisémitisme extrêmement virulent, extrêmement violent, dont ses écrits qui sont vraiment nerveux. On sent que vraiment il a appuyé à la pointe de son stylo. Il y a une dimension pathologiquement antisémite, et ça c'est très important, je pense, de le souligner. Soral va devenir un personnage du nouveau monde médiatique, comprenez le monde numérique, via une plateforme dont le nom est encore bien connu, Égalité et Réconciliation. En 2007, il lance ce mouvement avec l'aide d'anciens militants du GUD, Philippe Péninck, Gildas Mazet et Frédéric Chatillon, par ailleurs proches de Marine Le Pen. Égalité et Réconciliation se veut un club de pensée nationaliste entièrement dédié à la parole de Soral. Et c'est surtout son site internet qui va servir de point de ralliement à toute une nouvelle génération d'extrême droite. Pendant assez longtemps, ça a été le premier blog politique en France. Sur le web français, c'était le plus consulté. Devant même certains médias qu'aujourd'hui, certains pure players qu'on connaît tous aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire d'impolitesse à des confrères de qualité, mais voilà, à un moment donné, Égalité et Réconciliation, ça pesait vraiment quelque chose dans le paysage politique français. Quand Alain Soral arrive sur Internet aux alentours des années 2010, ses outrances antisémites lui ont déjà interdit l'accès aux plateaux télé. Même Thierry Ardisson, qui a été quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour la promotion d'Alain Soral, ne le reçoit plus. Il y a encore que Frédéric Tadei dans l'émission Ce soir ou jamais qui continue à le recevoir. Il va comprendre très rapidement que il peut exister à travers un autre médium que celui de la télévision, c'est Internet et surtout les vidéos. Parce que au moment où lui commence à faire des vidéos assez longues dans ce canapé rouge, c'est le seul à faire ça. Et il y a un côté, je pense, assez captivant pour un auditoire assez jeune, qui du coup ne regarde pas la télévision, mais transpose un peu la façon dont on regarde la télévision sur Internet. Et c'est pour ça, en fait, je pense que le site Égalité et Réconciliation marche bien, parce que effectivement, il est extrêmement présent sur YouTube, mais souvent ça renvoie vers le site de ER, et que après, effectivement, les gens ont l'habitude d'aller sur ER pour retrouver les vidéos d'Alain Soral. Donc ils commencent à lire un petit peu les autres contenus, même si globalement les contenus écrits sont plutôt pauvres sur Égalité et Réconciliation. L'idée, c'est d'amener les gens vers la vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo, c'est monétisé, contrairement au contenu écrit.
Avec un bon talent de marketing aussi, c'est-à-dire cette capacité à mettre en accès gratuit une vidéo d'1 heure, mais dont j'ai enlevé les 10 minutes. Vous allez voir, où là, tout est dit. Hein. J'ai parlé 1 heure, je vais pas dire, mais là c'est 10 minutes là. Par contre, celles-là, elles sont payantes. Et donc, en fait, pour payer, il faut adhérer. Et pour adhérer, il faut mettre le doigt dans l'engrenage. Égalité et réconciliation est vraiment construit et fonctionne comme un réseau extrêmement caporaliste, extrêmement centralisé, extrêmement organisé. La moindre section locale va avoir un secrétaire de section, quelque chose qui peut sembler assez classique, mais qui finalement a été vraiment mis sur le papier de manière poussée, et puis qui va avoir un échelon départemental, un échelon régional qui va référer à l'échelon national, avec aussi un système où à l'intérieur, tout le monde ne sait pas à l'échelon régional qui est à l'échelon national, ne connaît pas les vraies identités, un cloisonnement, des choses comme ça, qui vont, je pense, déjà permettre de faire rentrer les gens sous une coupe. Par exemple, il y a des comptes rendus de réunions internes qu'on a pu consulter. Il y a vraiment la dimension où vous êtes les soldats de la cause qui est rabâchée aux gens. Ça peut paraître être un gros mot, mais on est presque dans une forme d'endoctrinement. Impossible de parler d'Alain Soral sans mentionner un compagnonnage important, celui qui le lie à Dieudonné. Dans un épisode récent de Programme B, on a raconté la dérive de l'ex-humoriste vers l'extrême droite. Cette dérive, elle se fait par étapes, la plus connue étant ce sketch antisémite chez Marc-Olivier Fogiel en 2003. Essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés. Un sketch qui va, entre autres, l'amener à croiser la route d'Alain Soral. Après ce sketch chez Marc-Olivier Fogiel, il y a quand même une rencontre entre les deux parce que Alain Soral, il est déjà dans ce logiciel profondément antisémite. Et comme Dieudonné, ça va durer quand même un petit moment avant qu'il soit définitivement blacklisté pour ses propos. Je suis pas sûr que les deux personnes s'estiment beaucoup, qu'ils soient très amis dans la vie, mais par contre, ils ont un combat commun. Ils ont surtout un créneau à porter tous les deux et ils le portent assez bien d'un point de vue efficience, c'est-à-dire que Dieudonné, c'est celui qui est censé faire rire, celui qui tourne en dérision la communauté juive systématiquement. Et Alain Soral, ça va être celui qui va avoir la figure du penseur, qui va expliquer pourquoi, soi-disant, elle se comporte comme ça avec eux. Et en fait, ils forment un duo vraiment efficace sur ce point. Et surtout, ils vont avoir l'intelligence, au début, d'essayer de s'ouvrir en fait à tous les autres canaux. Ils vont donner, notamment à travers la plateforme Égalité et Réconciliation, la parole à toute une série de personnes qui vont être un petit peu des bébés Dieudonné Soral. On pense à Salim Laibi, on pense à Joel Corbeau, on pense à tout un tas de personnes comme ça qui vont finir en fait par s'engueuler avec Alain Soral parce que a priori, au quotidien, il n'est pas facile à vivre, mais c'est une force à un moment d'avoir réussi à faire de ER l'espèce de navire amiral, au point d'ailleurs que c'est Alain Soral qui va donner le nom à cette frange particulière de l'extrême droite qu'on va appeler après la dissidence. Il y a une synergie aussi qui se développe, c'est-à-dire que Alain Soral a déjà une communauté là où Dieudonné a perdu la sienne. Ça a mis du temps, mais il est en train de perdre la sienne définitivement. Tous ces gens qui se considèrent pas comme d'extrême droite, qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui ont parfois bien trop longtemps cru en Dieudonné, finalement, au bout d'un moment, tout le monde lui a quand même fini par lui tourner le dos. Donc, il y a une rencontre entre à la fois un Alain Soral qui aimerait bien être une star, mais qui n'y arrive pas, qui du coup trouve aussi ce héros, ce personnage, cette incarnation auprès d'un Dieudonné, et un Dieudonné qui aime bien être au centre des attentions, mais qui a plus trop de communauté et qui sait qu'il peut s'appuyer sur une machine efficace. Cette machine efficace, elle va connaître quelques avaries techniques, notamment lorsqu'en 2016, Soral, devant un Dieudonné un peu dépassé par les événements, passe à tabac sur le web un autre militant néo-nazi, Daniel Conversano. Une vidéo hélas devenue culte, mais qui va lui coûter assez cher. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non.
il va quand même, à ce moment-là, être un peu cancel, comme ils aiment bien le dire, par une partie de l'extrême droite qui vont trouver que là, en fait, il a exagéré. On ne vient pas débattre avec les points. Et surtout, en fait, Daniel Conversano, son suprémacisme blanc, en fait, c'est la forme la plus aboutie de l'idée identitaire. Et au moment où ça arrive, les identitaires sont en train de prendre la plus grosse part de l'extrême droite française. Ce sont les plus efficaces, ce sont ceux qui portent le discours le plus efficace à cet instant-là. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et le logiciel d'Alain Soral, qui est d'une réconciliation avec les Français musulmans contre les Juifs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et d'ailleurs, c'est assez simple. Je pense que Daniel Conversano, le jour de cet échange, ce qui provoque les coups qui lui sont portés, le résume assez bien. Il explique tout simplement que Alain Soral n'est plus efficace parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Attends, mais tu vas arrêter. J'en ai marre de t'entendre insulter les gens, espèce d'ordure. Et toi tu m'insultes et je dois dire oui. Et lui, son logiciel, il marche pas très très bien à ce moment-là parce qu'on est très porté sur une idée civilisationnelle à l'extrême droite, la civilisation européenne contre les autres civilisations. Et en fait, effectivement, à ce moment-là, on constate que Alain Soral perd de l'ampleur au sein de la fachosphère de l'extrême droite sur Internet. Par contre, il y a un élément qui va le faire revenir au centre du jeu, c'est l'épidémie de Covid. Son discours, qui est depuis des années complotiste, et le complotisme n'apparaît pas avec l'épidémie de Covid, mais il va prendre une importance capitale à ce moment-là parce qu'on est sur une rupture de la normalité qui effraie beaucoup de gens. Lui, il arrive avec un discours qui est déjà construit. On va avoir des gens qui vont essayer de surfer. On pense notamment à Florian Philippot. Florian Philippot, il a dit tout et son contraire pendant la pandémie. Alain Soral, il arrive avec une ligne qui est invariante. Le Covid, c'est les Juifs. Et c'est quelque chose qui va rencontrer une psyché des vieux réflexes du suprémacisme blanc. C'est-à-dire que la figure du juif empoisonneur de puits, peuple déicide, etc., qui sont des fantasmes moyenâgeux, très clairement, qui ont mené à des pogroms, etc., mais sont toujours extrêmement présents en tâche de fond à l'intérieur des logiciels identitaires, suprémacistes, néo-nazis, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ils ont cette pensée commune sur une hiérarchisation du monde à travers la couleur de peau et la religion. Il a su avoir un discours qui a porté à un moment donné où on consommait énormément d'Internet, forcément on était bloqué chez nous, dans des communautés extrêmement diverses, et d'aller amener des réponses simples à des problèmes compliqués. Ce qu'on retrouve dans ça, c'est que à l'extrême droite radicale, quand bien même aujourd'hui la figuronie est celle du musulman, de l'immigré, de l'envahisseur, du grand remplacement, de tous ces délires suprémacistes qui rencontrent l'ère du temps, on retrouvera toujours une brique très importante qui sera toujours laissée à l'antisémitisme. Si on reparle ces dernières années de Soral, outre ses succès durant le Covid, c'est également sur le plan judiciaire. Car l'influenceur d'extrême droite, qui est habitué à se confronter aux autorités, a connu un épisode inédit après une vidéo dans laquelle il appelait à renverser l'État par la force en utilisant des armes, entre autres joyeusetés. On a le classique, injure publique antisémite, diffamation publique antisémite, etc. Ça, c'est un classique chez Alain Soral. Mais il y a également, effectivement, cette dimension d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, l'appel à prendre les armes pour renverser le pouvoir en place, qui est illégal, et ce qui, pour cette fois, est une accusation qui ne relève pas ce qu'on appelle du droit de la presse. On n'est plus dans ce corpus de la liberté d'expression, on est dans un appel à quelque chose de très grave, à mobiliser d'autres. Et là, cette atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation a mobilisé d'autres vaisseaux légaux, d'autres moyens qui ont effectivement mené
sur cette perquisition. Il y a une perquisition donc alors au domicile français d'Alain Soral qui se situe dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Donc c'est un appartement qu'il occupe, bien qu'il appartienne à une des boîtes qui forment Égalité et Réconciliation. Et dans ce bel appartement, on est sur un bel appartement parisien dans un immeuble haussmannien. On est sur quelque chose d'assez cossu pour la crème de la dissidence qui vit traquée. Donc on va retrouver effectivement à l'intérieur ce célèbre canapé rouge qu'on voit sur toutes les vidéos, toute une série de quenelles, donc c'est des espèces de faux Oscars que remet Dieudonné, mais aussi une profonde littérature antisémite. On a un poster de Mussolini, il y a un tableau de Céline, un tableau d'Alain Soral lui-même. Oui, une parodie de Magritte, oui, voilà. Avec écrit « Ceci n'est pas un antisémite ». Et c'est donc lui-même, et si je ne m'abuse, c'est une des premières choses qu'on voit quand on rentre dans l'appartement. Il y a un côté entre deux la bête quand même. Pour la première fois, déjà, on sait que c'est de là que travaille Alain Soral, parce qu'il a plein d'adresses comme ça. Même les policiers, ils ont mis longtemps. L'enquête a été bien faite. Il y a des moyens qui ont été mobilisés parce qu'ils sont allés à des adresses qui étaient données. En fait, c'est qu'un hangar où avec 3 lits superposés. Et puis c'est un voisin qui est un mec de la cause qui vient ouvrir aux gendarmes, qui dit ah non, qui donne pas son nom. Le téléphone, il est pas ouvert à son nom. Il est payé sur un autre compte bancaire qui est encore ouvert au nom de machin. Et voilà. En fait, il fait tout ce qu'il est possible de faire pour entraver le travail de la justice. Parce que c'est pas la même chose de tenir des propos publiquement et de les assumer que de tenir des propos publiquement et de fuir la justice. C'est quand même 2 choses complètement différentes. Qu'Alain Soral continue à se réclamer héros au sens de porte-voix de quelque chose en ayant fui l'arbitre du jeu public, qui est la loi française, en allant bénéficier de sa double nationalité suisse pour se planquer en Suisse, c'est pas la même chose d'assumer et de fuir. Et donc il met en fait en place tous les paravents qui permettent de brouiller le jeu et d'éviter qu'on lui mette la main au collet. D'ailleurs, les policiers le racontent très bien. Il a fallu planquer devant sa porte, c'est-à-dire que lui envoyer un courrier pour lui dire voilà, vous êtes convoqué, ça n'a pas d'effet avec Alain Soral. Ce dossier, l'accès à ces éléments, ça nous apprend un certain nombre de choses. Premièrement, ça nous apprend ce que tu disais tout à l'heure, Maxime, c'est que oui, Alain Soral est un antisémite convaincu. C'est pas un camelot qui gagne de l'argent en racontant ceci ou cela. Non. L'accès à ses carnets, l'accès à sa décoration, l'accès à l'endroit où il vit, parce que c'est de ça dont on parle, le montre. Oui, Alain Soral a un réseau qui n'est pas négligeable. Les documents internes de son organisation montrent aussi qu'il est bien à la tête d'une organisation. Et enfin, il y a un niveau de vie qui est très confortable. Et ce niveau de vie, il n'est entretenu que sur ce réseau. Et surtout, il n'est entretenu que par une chose, c'est la haine antisémite d'Alain Soral. Qu'est-ce qui attend Alain Soral judiciairement en France ? On l'a dit, il va y avoir un procès. Alors, la date du procès, elle n'a pas encore été établie. C'est des procès qui sont généralement assez longs, donc effectivement, enfin, il y a peu de chances qu'il échappe au procès, parce qu'il est quand même mis en examen. Donc, effectivement. Et puis après, il y a d'autres plaintes, en fait, parce que comme Alain Soral continue à déverser sa propagande antisémite depuis la Suisse, notamment sur Internet, il y a probablement d'autres plaintes qui vont être déposées. Il y a déjà d'autres plaintes qui ont été déposées. En fait, le long parcours judiciaire d'Alain Soral n'est pas prêt de s'arrêter. Merci à Maxime Massé et à Pierre Plotu pour leurs réponses. Je rappelle le titre de leur excellent livre « Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet ». C'est paru aux éditions Divergence, c'est à lire absolument. On reparlera tout prochainement dans Programme B de ces influenceurs d'extrême droite et de leur stratégie. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.